Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Nous ne pouvons accepter que le rôle émancipateur de la laïcité soit remis en question. La phrase est signée des membres du nouveau parti Demain avec un S, qui signe une tribune collective dans Marianne au sujet de la laïcité à l'école. Sa déléguée générale est avec nous dans un instant. Sensibiliser les enfants aux dangers de la route en leur délivrant un permis piéton. C'est ce que propose la ville de Montrouge aux enfants de primaire. On en parle en deuxième partie d'émission. Enfin, dans Quoi de neuf sur les réseaux, Michael Dos Santos nous fait une chronique 100% américaine. C'est dans un instant. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. Le nombre de candidats au concours de professeurs des écoles est en hausse pour la session de 2023. Eh oui, bonne nouvelle, plus de 185 000 personnes se sont inscrites selon l'éducation nationale. Cela représente plus 9% pour le concours du premier degré et plus 4% pour celui du second degré par rapport à l'année dernière, bien évidemment. Bonne nouvelle en tout cas au vu de la pénurie aussi de professeurs, même si cela reste insuffisant. Malgré une session 2023 prolongée de 2 semaines, on est encore loin des chiffres de 2021. À titre de comparaison, 254 000 candidats s'étaient inscrits au concours. Parmi les académies les plus touchées, en tout cas, celle de Versailles et de Créteil, le nombre de candidats y a été divisé par 2 par rapport à il y a 2 ans. Bref, on peut d'ores et déjà l'annoncer, tous les postes ne seront pas pourvus à la rentrée de septembre 2023, notamment dans certaines matières, les mathématiques, la philosophie ou encore l'allemand. Faire appel à des contractuels sera donc une nouvelle fois nécessaire. Une pétition a été lancée pour que les œuvres d'écrivains soient enseignées en langue régionale dans les manuels scolaires. Lancée par des militants de l'enseignement des langues régionales dans l'école publique, la pétition a déjà recueilli près de 5000 signatures, dont celles de professeurs, d'artistes, d'historiens, mais aussi de parents d'élèves. Adressée au ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, elle propose d'inclure dans les manuels scolaires de la primaire jusqu'au bac les œuvres des auteurs dans leur langue régionale, l'occitan, le breton, le basque, le corse ou encore le créole. Dans le texte, en tout cas, Frédéric Mistral y est cité. Frédéric Mistral, c'est le premier prix Nobel de littérature. Il avait été récompensé en 1904 pour son travail en occitan. En France, en tout cas, plus de 90 langues régionales ont été recensées, mais seulement 120 000 élèves l'étudient au quotidien. 6 ans après la fusillade dans un lycée de Grasse, l'auteur de cette première dans un établissement français a été condamné par la justice. Kylian B. a écopé hier de 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Ce lycéen avait blessé 5 personnes en 2017, muni d'un fusil de chasse, d'armes. Il avait voulu se venger d'une dizaine de ses camarades. Il s'était finalement trompé de classe et avait fini par s'attaquer à des personnes au hasard dans la cour, notamment le proviseur qui avait été blessé au bras. Son ami et complice qu'il a aidé dans l'organisation de son projet a écopé lui de 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Placé en détention provisoire au moment des faits, les 2 jeunes adultes ne retourneront donc pas en prison. Ils sont désormais libres. Les méthodes d'un enseignant dans les Landes font l'unanimité. Des élèves en chaussons, des poufs dans la salle de classe en guise de chaise ou encore du yoga entre 2 cours. Voici quelques-unes des techniques de Fabrice Réchette. Depuis la rentrée scolaire, ce professeur de CM1, CM2 a révolutionné les traditionnelles salles de classe et cela semble fonctionner. Les résultats scolaires sont en hausse selon lui car les élèves coopèrent au lieu d'être sollicités. Pour confirmer ces progrès, l'enseignant a même inscrit les élèves au concours national de lecture dont la finale aura lieu à Paris à la Comédie Française. Seul hic, certains élèves sont déjà très tristes de devoir quitter l'école primaire pour rejoindre le collège. Merci beaucoup Michael. Merci à vous. Comment rassembler autour du principe de laïcité à l'école? La question se pose plus que jamais. On en parle tout de suite dans la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Catherine Lefebvre. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravie, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale du parti Demain avec un S. C'est un tout nouveau parti politique qui tend à faire entendre la voix d'une gauche social-démocrate, pro-européenne, profondément laïque et républicaine. Absolument. Et c'est notre sujet aujourd'hui justement, la laïcité. Mais parlons de manière plus générale, je disais, une gauche sociale, démocrate, pro-européenne, profondément laïque et républicaine. Est-ce que cette gauche-là n'existait pas déjà ? Alors, cette gauche, elle existait,
mais nous avons eu le sentiment qu'elle existait un petit peu moins. Force est de constater aujourd'hui qu'entre ce que l'on pourrait appeler l'extrême centre, qui est incarné par Renaissance, et l'extrême gauche, qui est incarnée par la NUPES, le Parti socialiste, malheureusement, a laissé un petit peu la social-démocratie en jachère. Et donc, nous avons décidé, un petit collectif autour de Najwa El Haïté, nous avons décidé de ne pas nous résigner à laisser cet espace en jachère. Et donc, nous avons décidé de créer demain donc, un parti qui veut incarner la gauche du réel, comme vous l'avez bien souligné, réelle européenne, écologique et laïque, et dont la laïcité est effectivement une des valeurs cardinales. La seconde valeur cardinale étant de dire que nous sommes un parti de terrain, un parti qui veut partir des territoires et qui veut reprendre l'expression de ses militants. Voilà. Demain avec un S, pourquoi ? Parce que nous avons tous des demain différents. Nous avons des demain différents aussi dans nos territoires. Les demain ne seront pas toujours les mêmes suivant la configuration et la spécificité des territoires. Et les lendemains qui peuvent chanter peuvent se définir différemment. Vous avez les vôtres et j'ai probablement les miens. Et ils se rejoignent sans doute sur un bon socle de valeurs communes, mais nous aurons nos singularités. Sous l'idée que la singularité et que les différences sont moteurs d'une société qui fonctionne. Absolument. Notre sujet du jour, donc, c'est la laïcité. Votre parti signe une tribune dans Marianne que, évidemment, vous pouvez consulter sur Internet. À ce sujet, vous écrivez « Le principe de la laïcité à l'école ne se négocie pas ». On va y revenir, bien entendu, mais c'est intéressant de s'arrêter justement à l'instant sur le principe même de la laïcité et de rappeler peut-être les fondements, notamment la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. C'est Aristide Briand qui a porté cette loi, avec lui toute une partie de cette gauche social-démocrate, peut-être à laquelle vous faisiez allusion oui. Auparavant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, justement, les hommes politiques qui se disent le plus à gauche aient parfois un discours ambigu sur la laïcité, selon vous ? Alors, parce que d'abord, notre société a changé. Qu'aujourd'hui, ce qui était le fondement de la loi de 1905, la séparation de des églises et de l'État, a évolué. D'ailleurs, la loi de 1905 a connu, il a été pris d'autres dispositions pour la compléter. On a eu la loi de 2004 sur le port des signes religieux. On a la loi sur le séparatisme en août 2021. Notre société a changé. On peut dire qu'une nouvelle religion française a émergé avec l'islamisme. Avec l'islam, vous voulez dire, ou l'islamisme, c'est la même chose. Pardon, oui, excusez-moi. Et donc, une nouvelle religion a émergé. Comment dirais-je, peut-être aussi de nouveaux électeurs et qui ont peut-être conduit certains hommes politiques ou femmes politiques de gauche à avoir des attitudes ambiguës et donc du coup avoir une attitude ambiguë vis-à-vis de la laïcité. Pour vous, l'extrême gauche en fait est religieuse, n'a pas dissocié finalement la politique de la religion ? En tout cas, il laisse une forme de religion entrer dans le politique, je trouve, absolument. Et force est de constater que les prises d'opposition, effectivement par rapport au respect des lois en vigueur, est extrêmement ambiguë de la part de certaines formations de gauche, d'extrême gauche. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au vu de ce que vous me dites précisément, le mot laïcité n'ait pas la même signification pour tout le monde ? Alors pour moi, il n'en a qu'une, c'est la laïcité, point. Alors c'est vrai que certains ont parlé de laïcité positive, comme si finalement avant elle était négative. Je crois me souvenir que c'est Nicolas Sarkozy qui est le premier à évoquer ce terme de laïcité positive. Maintenant on parlerait de laïcité ouverte. Ouverte parce qu'on serait prêt à accepter certains renoncements finalement par rapport notamment à la loi de 2004 sur le port de signes religieux à l'école, d'essayer d'accepter effectivement des renoncements. Donc pour moi, non, il y a une seule laïcité. Je n'accepte pas ces notions de laïcité ouverte, de laïcité positive. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à un gros problème de compréhension de ce qu'est la laïcité. Quelle est-elle pour vous précisément ? Pour moi, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous. Et je crains qu'aujourd'hui, elle soit perçue, cette laïcité, plutôt comme un interdit. Donc je crois qu'il faut réapprendre, réexpliquer aux gens ce qu'est la laïcité.
c'est la liberté de croire, c'est la liberté de ne pas croire, c'est la liberté d'évoluer dans sa vie, peut-être de changer de foi ou de ne plus en avoir. De culte aussi ? De culte, oui. Je pense que vous avez totalement le droit d'être, je ne sais pas, catholique, hein, peut-être par votre par vos parents, etc. Et puis, à un certain moment de votre vie, d'évoluer et peut-être de ne plus croire ou peut-être d'adopter, d'être convaincu par une autre religion. Et je pense que c'est ça la laïcité. Ce n'est pas un interdit. Dans votre tribune, vous commencez par parler de l'effroi général généré évidemment par l'assassinat de Samuel Paty, on s'en souvient tous, mais vous dites que 2 ans après cet acte barbare, rien n'a changé. Je vous cite, vous pensez que l'éducation nationale n'est pas à la hauteur aujourd'hui ? Alors, je pense que l'éducation nationale est insuffisamment à la hauteur aujourd'hui. Il est vrai qu'après ce drame, suite à l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu des mesures de prise, il y a eu la loi d'août 2021, mais je pense qu'aujourd'hui, le travail ne se fait pas assez vite. Il y a un véritable problème au niveau de l'éducation nationale, au niveau des diverses strates. Il y a un problème, je dirais, de soutien des hiérarchies vis-à-vis de leurs enseignants, que ce soit du chef d'établissement, des inspecteurs, des recteurs, voire même au niveau du ministère. Vous pensez que les enseignants sont seuls ? Ils sont esseulés, pas soutenus ? Je pense qu'ils sont trop seuls. Je pense qu'ils sont trop seuls, à la fois en termes de soutien, à la fois en termes de formation, et de formation à la fois à ce qu'est la laïcité et de formation à la pédagogie. C'est comment enseigner cette laïcité à leurs élèves et comment savoir répondre aussi aux élèves qui remettent en question la laïcité. Et je pense qu'effectivement, certes, je conviens que des efforts sont faits, mais je crois qu'ils sont totalement insuffisants. Quelles mesures aurait-il fallu prendre de la part de l'État, du ministère de l'Éducation ? Des collectivités peut-être Déjà au niveau du soutien, oui. Ça me paraît assez simple. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu récemment l'article dans un quotidien national qui mettait en évidence les témoignages de ce qui s'était passé quand Samuel Paty avait été menacé. On voit bien, on comprend bien qu'il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie. Donc ça, il avait fait en effet plusieurs déjà remarques et appels au ministère, réclamations en disant que c'était dangereux et qu'il avait peur. Voilà, et rien n'a été fait. Quand on lit le témoignage de l'hôtesse d'accueil de l'établissement qui explique qu'elle s'inquiétait pour lui et qu'elle le surveillait à la caméra jusqu'au moment où il disparaissait des caméras, moi ça m'a donné des frissons quand j'ai lu cet article. Hein. Et effectivement, c'est ce que vivent encore d'autres enseignants, notamment un qui a écrit un livre récemment avec Karine Azopardi. Absolument. Qui s'appelle Ces petits renoncements qui tuent, oui. Et qui effectivement parle précisément de cela. Et il témoigne de manière anonyme. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que ça provoque, ça, cette attitude ? Ça provoque finalement une autocensure des enseignants. Donc, on est dans le pas de vague. Pas de vague. Vous avez lu comme moi qu'au mois d'octobre, le nombre de signalements qui remontent est en forte progression. Alors, vous parlez des signalements d'atteinte à la laïcité, qui étaient effectivement de 723 pour le mois d'octobre et qui ont baissé à 353 ou 51, je ne sais plus, pour le mois de novembre. Au mois de novembre. Je rappellerai qu'il y a eu quelques jours fériés et quelques jours de vacances au mois de novembre. Mais bon, peu importe. Le fond... Le fond, c'est que ces signalements, de toute façon, c'est un système qui est purement déclaratif. Et donc, tous les gens, vous pouvez interroger Jean-Pierre Aubin, Yanis Roder, qui sont quand même des grands spécialistes. Ils sont venus plusieurs fois déjà ici. Voilà, que j'admire énormément et que je respecte pour leurs travaux. Ils vous disent que ce système est purement déclaratif et qu'en réalité, le nombre d'incidents est beaucoup plus important que ça. Parce que les enseignants, on est dans le pas de vague, ils s'autocensurent et on ne dit pas les choses. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème. Est-ce que vous pensez qu'entre eux, ils arrivent au moins à discuter, à échanger et à faire part de leurs inquiétudes ? Ou est-ce qu'ils sont dans une solitude totale par rapport à cette situation, qu'ils ne vivent pas tous, bien fort heureusement, mais certains enseignants, et c'est déjà beaucoup trop ? Alors,
Je pense que certains la vivent et c'est certainement beaucoup trop. Là aussi, peut-être que les jeunes enseignants aujourd'hui pourraient se rapprocher utilement de ceux qui sont plus expérimentés. Encore une fois, je reprends l'exemple de Yanis Roder, qui, lui, a 20 ans d'enseignement en Seine-Saint-Denis, qui n'a jamais renoncé à enseigner la Shoah. Donc, effectivement, je pense qu'il faut faciliter ces échanges entre jeunes générations et nouvelles générations. Ce d'autant que la jeune génération d'enseignants semble assez, comment dirais-je, assez s'approprier plutôt une notion de laïcité plutôt à l'anglo-saxonne, plutôt tournée sur le communautarisme que sur l'universalisme. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réexplique dans ce pays ce qu'est la laïcité, que ce soit aux enseignants. Après, l'écosystème de l'école, c'est pas que l'école et la salle de classe. Hein, ça va beaucoup plus loin. Comme je l'ai dit, il y a toute la hiérarchie de l'éducation nationale. Vous avez aussi les parents. Vous avez tous les acteurs du périscolaire. On va en parler justement. Je reviens juste sur ce principe de laïcité. Est-ce que vous pensez que ce dont vous parlez, qui selon vous est extrêmement grave aujourd'hui, qui est donc la radicalisation de certains, et qui tout d'un coup est amené donc à l'école, qui empêche finalement les enseignants d'enseigner de manière normale, notamment leurs cours d'histoire ou les cours d'éducation morale et civique. Est-ce que cette situation, elle se borne à certains territoires précis, qu'on appellerait les territoires un peu oubliés de la République, ou est-ce que c'est un problème qui s'est généralisé dans toute la France ? Alors, c'est sûr que c'est un problème qui est plus prégnant dans certains territoires. Les statistiques montrent que l'Académie de Créteil, par exemple, est un cas assez signifiant. Je pense néanmoins que c'est un problème qui est en train de se développer sur l'ensemble du territoire, oui. Et c'est un problème qui vient non seulement parce que des élèves se radicalisent, mais aussi parce que des enseignants se radicalisent aussi ? Il y a peut-être un peu d'entrisme. Je crois que certaines analyses montrent que dans les instituts de formation, on voit des étudiants qui sont un peu plus, un peu radicalisés. Je pense qu'il y a un véritable entrisme de la part de certaines associations, et pour pas les nommer, de la part des frères musulmans, pour investir un petit peu l'éducation nationale. Quand ces étudiants, pardon de vous couper, mais quand ces étudiants dont vous parlez prennent la parole et osent la prendre, ils disent c'est vrai que nous on a un problème avec cette situation parce que peut-être qu'on nous a enseigné et ce qu'ont vécu nos parents, c'est-à-dire la génération avant nous, on n'a pas compris la manière dont a été gérée par exemple la guerre d'Algérie, la manière dont a été gérée pour nos grands-parents la Seconde Guerre mondiale, et donc on se sent ni compris ni incompris, on est dans un déséquilibre. Et donc, la religion se mêle à l'histoire. Est-ce que vous le comprenez ? Je le comprends. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a un effort énorme de formation, à la fois au niveau des enseignants, mais aussi au niveau de l'école, à remettre en œuvre. Effectivement, la laïcité, elle est enseignée comment aujourd'hui ? Dans les cours d'EMC, d'éducation morale et civique, donc à partir du collège, je pense qu'il faut commencer beaucoup plus tôt. Là aussi, on se rend compte que les réseaux sociaux commencent à avoir un rôle extrêmement prégnant. La cible qui est visée, ce sont les jeunes de 15 à 24 ans. C'est là où on voit que l'influence et l'impact devient très important. Donc pour moi, non seulement il faut agir sur ces jeunes de 15 ans, mais il faut agir avant, pour qu'avant, ils aient justement acquis un certain nombre de savoirs et qui leur permettent d'exercer leur esprit critique, qui leur permettent de se faire vraiment leur idée. Et voilà, il faut commencer bien avant le collège. Je pense qu'il ne faut pas se limiter non plus aux cours de EMC dispensés par les professeurs d'histoire-géographie. Il faut aussi regarder ce que font les autres professeurs. Il faut aussi former les autres professeurs. Peut-être tout est dans la définition effectivement de ce qu'est la laïcité. Vous dites quelque chose de fort dans votre tribune. Vous parlez du rôle émancipateur de la laïcité, oui, qui justement est remise en question. Mais que faire justement avec les gens, notamment les jeunes, qui voient en la laïcité une façon d'opprimer finalement leurs opinions, une façon de les faire disparaître comme un manque de liberté ? Alors,
pour moi, ça n'est pas un manque de liberté, c'est justement l'accès à la liberté. Je ne vois... Alors, l'exemple qui est récemment mis en avant, c'est le problème du port de certaines tenues vestimentaires qui serait pour certains jeunes, et puis même pour certains adultes qui défendent ce point de vue, qui serait une atteinte à la liberté si on leur interdit d'avoir ces vêtements. Vous parlez du voile, du camis, de l'abaya, voilà, tous ces vêtements religieux. C'est valable aussi bien pour une croix ostentatoire, c'est valable pour une kippa, c'est valable pour tous les signes religieux. Tout à fait. Et donc, la loi de 2004 doit s'appliquer de façon stricte et claire. Donc, on rentre à l'école, on ne doit pas porter de signes ostentatoires, de signes religieux. Pourquoi ? Parce que cela permet d'offrir, je pense, à ces jeunes à qui, dans l'environnement familial, dans l'environnement religieux dans lequel ils sont éduqués, etc., ça leur permet, je pense que ça leur apporte une respiration, en fait, de pouvoir se retrouver à l'école sans avoir ce poids sur les épaules qu'ils n'ont pas forcément choisi. On ne sait pas, ou peut-être qu'ils ont choisi. Mais pour ceux qui l'auraient choisi, par exemple. Eh bien, pour ceux qui l'ont choisi, ils ont cet espace de respiration à l'école qui respecte la loi de la République française. Et donc, s'ils arrivent à développer leur esprit critique, s'ils arrivent à sortir de ces prédéterminations culturelles, sociales et religieuses, eh bien, et qu'ils décident en toute connaissance de cause qu'ils veulent, en dehors de la sphère scolaire, porter ces vêtements, ça sera une décision personnelle. Ça ne me gênera pas. Mais ce que je veux, c'est que l'école reste l'espace où, effectivement, les enfants ont cet espace de respiration qui leur permet de s'autodéterminer et non pas de vivre avec les prédéterminants qu'on leur impose de leur famille, de leur environnement religieux. Et enfin, il y aura les prédéterminants de l'éducation, quoi qu'il arrive, de la famille. Mais vous parlez du plan religieux, certainement, j'imagine. Oui. Vous dites que les parents ont un rôle très important à jouer. On en revient toujours à la même chose, hein, évidemment. Quel rôle, finalement, de l'école quand l'enfant revient à la maison et entend le contraire de ce qui a été dit en classe ? Tout à fait. Donc là aussi, ça participe. Il faut, je crois, réexpliquer aux parents qui sont concernés ce qu'est la laïcité, en quoi ça n'est pas un interdit. Ça n'interdit pas la liberté de pratiquer sa religion à l'extérieur de l'école. Leur faire comprendre. Au contraire, ça lui permet d'ailleurs. Si l'État était catholique, ou musulman ou autre, ou juif, peu importe, il ne pourrait pas. Et c'est d'autant plus important que je me suis livré à un tout petit calcul. Le nombre de jours qu'un enfant passe à l'école aujourd'hui, c'est moins de la moitié de l'année civile. Il y a plus de 200 jours où l'enfant n'est pas en classe. Ah bon, à ce point, il faudrait que je fasse le calcul quand même. Sur 2 mois d'été. Vous avez 36 semaines de classe, 16 semaines de vacances. 36 semaines de classe, vous avez 2 jours et demi de congé. Et quel rapport avec la laïcité ? Ça veut dire que tout ce que l'école va apporter à l'enfant dans son émancipation ne va pas être suffisant, puisque plus de la moitié du temps, il se retrouve dans une autre sphère. La sphère familiale, la sphère périscolaire, la sphère associative, le sport, etc., etc. Donc, il se remet peut-être dans une situation de vulnérabilité ou de fragilité. Donc, il est important que tout un écosystème... Vous pensez qu'il est protégé, en fait, à l'école et en situation de vulnérabilité chez lui ? L'école va lui apprendre un certain nombre de choses, va l'aider à s'autodéterminer, mais il est évident que si plus de la moitié du temps, vous avez d'autres motivations qui viennent parler à l'enfant, ça peut renverser les équilibres. Voilà, ça peut déséquilibrer. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait tout un écosystème qui soit vraiment mis en place pour faire que les parents apprennent aussi ce qu'est la laïcité et puissent tenir un discours. Donc nous proposons qu'il y ait des formations à la fois intergénérationnelles et puis intersectorielles qui rassemble les parents, les enseignants. Sectoriel, sur quel plan, pardon ? C'est ça, c'est-à-dire les parents des familles, des enseignants, des élus des communes, de façon à ce qu'il y ait tout un univers qui permette
peut-être aux familles de mieux prendre en compte ce qu'est la laïcité. Je pense aussi, parce que vous savez comme moi qu'il y a des influences étrangères qui s'exercent, je pense aussi que notre concept de la laïcité n'est malheureusement pas assez porté à l'international. Les anglo-saxons n'ont pas du tout la même vision et je pense que la voix de la laïcité française ne rayonne pas assez à l'international. Il faut peut-être qu'elle rayonne chez nous déjà. Oui, mais les deux ensemble pourraient s'enrichir. Eh bien, écoutez, je le souhaite. Merci mille fois en tout cas d'avoir été avec nous, Catherine Lefebvre. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du parti Demain qui s'écrit avec un S, D-E-M-A-I-N-S, qui est un tout nouveau parti politique qui a combien de jours ? On a un peu plus d'un mois. Allez, un mois, voilà. Ce nouveau parti politique, donc, tant à faire, et je le répète, entendre la voix d'une gauche social-démocrate, pro-européenne, profondément laïque et républicaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT avec Mickaël de Santos, nous accueillons Marie-Sophie Le Sueur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire de Montrouge et vous venez de nous parler d'un dispositif mis en place dans les écoles primaires, un permis piéton pour sensibiliser les enfants aux dangers de la route. Je l'ai eu moi. Le permis ou le permis ? J'ai eu le permis piéton. Ah, quand j'étais à l'école. Et ouais, ça vous étonne. Et pourtant, j'ai 45 ans, donc ça fait un petit moment. Mais vous l'avez passé surtout, c'est ça qui est moi, j'ai pas eu la chance de le passer. Exactement. Alors parlons-en. Parce que là, c'est beaucoup moins drôle. Ça va moins vous faire sourire. Les chiffres sont assez saisissants. 44% des accidents piétons surviennent sur le trajet domicile-école. Et dans 20% des cas, c'est le comportement de l'enfant, justement, qui est à l'origine, malheureusement, d'un accident. Alors, on dit comportement de l'enfant, mais peut-être du parent aussi. On va revenir, justement, au rôle des parents. Comment rassembler ? Non, pas du tout. Comment c'est possible qu'un enfant se retrouve face à une telle situation et qu'il ne maîtrise pas ? C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas reconnaître le danger ? Non, on va plutôt parler du fait que finalement les enfants sont moins expérimentés que les adultes, mais également, et c'est le but de la formation, les prévenir sur le fait qu'ils sont plus vulnérables, dans la mesure où ils sont moins bien vus par les autres usagers de la route, mais également que leur vision ne leur permet pas de voir aussi loin qu'un adulte classique. D'accord, donc c'est ce que je veux bien comprendre. En fait, le fait que la taille d'un enfant va jouer, un automobiliste forcément le verra moins. Les parents, s'ils ont 1, 2, 3, 4 enfants à gérer, ont du mal à pouvoir effectivement être alerte tout le temps et à tout moment de la journée. Surtout quand on se réveille le matin, on est un peu fatigué, on est pressé. Ça va vite à cet âge-là. Et ça va vite, exactement. Et donc, en fait, l'imprudence est là. C'est-à-dire que, en fait, comment vous arrivez à expliquer aux enfants cette imprudence-là ? Oui, tout simplement, l'objectif, c'est de les alerter sur les différents dangers auxquels ils seront confrontés tout au long de leur parcours, qui sera sur le parcours école-domicile. On va les alerter sur le fait que de temps en temps, un camion sera stationné sur le passage piéton, que sur le trottoir, il n'y a pas que les piétons. Aujourd'hui, il y a différents modes de circulation. Il y a les trottinettes,
mais également les vélos. Parfois, il y a également des scooters sur le trottoir. Il faut être vigilant à tous ces dangers. Et alors, ce dispositif, il est possible, il est accessible à tous les enfants de CE2. Pourquoi CE2 ? Alors, parce que c'est un programme national qui est dédié finalement pour les élèves de CE2 dans le cadre des préventions des risques. Mais CE2, c'est un âge spécifique où on est à même de comprendre justement dans les chiffres que vous avez annoncés, les premiers accidents ont lieu donc sur le trajet domicile-école pour les élèves de CE2, les enfants plutôt de 8 ans. Ça débute dès 8 ans en fait. C'est là où débutent les premiers trajets seuls en fait. À Montrouge, ça concerne combien d'écoles ? Alors toutes les écoles sont concernées. Nous proposons le dispositif aux 7 écoles publiques de la ville, mais également aux 3 écoles privées. D'accord, qui évidemment sont tout à fait partantes pour Exactement, elles ont toutes répondu favorable. Très bien. Ils apprennent donc, vous m'avez dit, le camion qui peut être un danger, les voitures évidemment, les feux tricolores, j'imagine, donc aussi le principe de circulation. Voilà, rappeler le petit bonhomme vert, les gestes fondamentaux, regarder à gauche, puis à droite et encore à gauche. Il y a également des vidéos qui sont proposées par la prévention routière, avec toutes les mises en danger possibles pour les enfants. Et à la suite des vidéos, il y a un échange qui est fondamental avec le policier municipal afin de comprendre pourquoi l'enfant s'est mis en danger dans la vidéo. Ça se passe sur combien de temps, combien de jours ? Alors, il y a 3 phases. La première phase, ça va être avec leur enseignant qui va assurer les cours théoriques. Puis intervient le policier municipal pendant environ 1 heure. Donc il y a les échanges avec les enfants, les rappels des gestes, les bons réflexes à adopter. Parce que, évidemment, le fait qu'ils soient, comme on le disait, plus petits, les réflexes ne sont pas les mêmes. Donc, la présentation des vidéos et les échanges. Et ensuite, il y a une phase de test. Qui dit permis, dit test. Voilà. Donc, ça va être l'enseignante à la suite de la formation du policier municipal qui fera passer le test aux enfants et il sera corrigé par le policier municipal. C'est un test in situ, dans la rue ? Non, c'est un test, un test comme écrit. le code de la route est écrit. Exactement. Le code de la route, on peut le louper plusieurs fois. Alors, est-ce qu'on a le droit de rater aussi son permis piéton plusieurs fois ? Alors, nos policiers municipaux sont très bien formés. D'accord. Là, je pose la question. Donc, ils dispensent une très bonne formation. Exactement. Et pour le moment, tous les petits Montrougiens ont bien réussi leur test. Et donc, quand toutes les écoles auront reçu leur formation, le maire accueillera les petits Montrougiens à la mairie de Montrouge pour une cérémonie solennelle où il y aura la remise du permis en présence de leurs parents, des enseignants, des directeurs d'établissement et des policiers municipaux qui ont assuré la formation. Et puis c'est un premier pas en tant que petit citoyen. Oui. Et c'est ce que je leur rappelle. De temps en temps, j'ai la possibilité de participer à ces formations. Et en tant qu'élu à la citoyenneté, j'aime leur rappeler que ce sont avant tout des petits citoyens qui ont des droits mais aussi des devoirs. Et le premier devoir en tant que piéton, c'est de pouvoir assurer sa propre sécurité, ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger autrui. Alors ce qui est important aussi, c'est de voir quel est le rôle des parents en fait dans cette citoyenneté-là, cet apprentissage de la sécurité par rapport aux enfants qui se promènent dans la rue, qui sont souvent évidemment accompagnés de leurs parents. Là, on parle d'enfants de CE2, mais si on élargit un peu plus, il y a tous ces enfants qui partent à l'école maintenant seuls, souvent en 6e, 5e, et qui prennent le bus ou le métro. Ou le scooter parfois aussi, ça arrive. Hein. En 6e Ouais, bah non, en 3e. Oui, dites donc, cher Michael. Oui. Et il y a le BSR à passer pour ça. Oui, exactement, il y a le BSR, c'est là où je voulais en venir, effectivement. Voilà. Mais bon, pour ceux qui ne sont entre eux, pas au scooter, mais et qui ne partent pas avec les parents, ils partent tout seuls à l'école. Ceux-là sont effectivement très en danger parce qu'ils sont souvent sur leur smartphone pour ceux qui en ont, leur petit téléphone classique pour ceux qui en ont aussi, ou alors tout simplement la tête dans les nuages, en train de penser à autre chose et pas tout à fait conscient effectivement des dangers. C'est ça. C'est faire prendre conscience aux enfants qui sont plus vulnérables, car moins expérimentés, tout simplement, et qu'il faut être alerte sur tous les différents dangers. Également, leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, sur le trottoir, il n'y a pas seulement que des piétons. Parce que on rappelle que les trottinettes, il y en a de plus en plus, elles sont autorisées pour les enfants jusqu'à 8 ans, les vélos également. Et malheureusement, il y a tous les contrevenants qui utilisent leur vélo sur le trottoir, comme je l'ai rappelé, et parfois des scooters. Alors donc, ma question c'est par rapport aux adultes, justement aux parents. Est-ce que ce permis piéton que vous proposez permet aussi aux parents de venir et peut-être d'apprendre davantage sur les questions de sécurité aussi au sein des établissements, un moment partagé avec les enfants et puis les formateurs? Les parents ne sont pas associés à ce dispositif, puisque les cours sont assurés pendant la période d'école.
Ils viennent à 8h du matin, à 8h30, ils assurent une heure de formation. Par contre, ça répond à une problématique effectivement que se posent de nombreux parents, c'est comment gagner de l'autonomie, enfin comment mon enfant va pouvoir gagner en autonomie pour se déplacer donc sur le trajet école-domicile, appréhender l'arrivée au collège. C'est là où les enfants sont le plus nombreux à se rendre seuls sur le lieu d'école. Voilà. Oui, j'ai bien compris que Virginie voulait repasser le permis piéton, en fait, c'est ça. Mais complètement. C'est ça, Je ne sais pas si je l'aurais. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, oui. on a l'impression qu'on connaît les principes de base. C'est-à-dire, évidemment, on ne traverse pas au vert. Évidemment, on attend que le petit bonhomme soit vert pour pouvoir traverser, par exemple. Je pense que les parents l'auraient pas, le permis piéton. Honnêtement, je me place en tant que parent. On est parfois un peu pressé de temps en temps. Même si c'est pas bien, mais on traverse parfois au rouge. Bon, voilà. Et donc, c'est l'occasion ou jamais. Et c'est l'occasion, pendant ces échanges, de rappeler également le bon comportement à avoir en voiture. Donc, le feu tricolore, qu'au feu orange, on ne s'arrête, pas comme papa. Oui, c'est les retours des enfants. Ou maman aussi, d'ailleurs. Maman aussi. Qui fonce à l'orange. Non, on s'arrête à l'orange. Alors, un peu plus tard que le CE2, en CM1, CM2, les élèves passent l'attestation de première éducation à la route. Quelle est la différence entre le permis piéton et cette fameuse première attestation? La première attestation, ça va être plus le comportement adopté sur la voie publique de manière générale. Donc là, il y aura un apprentissage des panneaux, du code de la route. Là, le but de cette formation, c'est vraiment que l'enfant puisse acquérir les bons réflexes et le bon comportement sur la voie publique et notamment sur le trottoir pour pas qu'il puisse se mettre en danger. À Montrouge, c'est la volonté de ne surtout créer aucun accident possible pour les petits Montrougiens. Voilà, sécuriser la voie publique, c'est notre rôle aussi en tant qu'élus. Et notre rôle également, donc, c'est de les informer et les former au mieux. Qui dispense donc ces fameux ateliers ou cours, enfin cette formation, ce permis piéton? Ce sont les policiers municipaux. Ils ont reçu une formation de 3 jours au sein du CNFPT, le Centre national des fonctionnaires territoriaux. Ouais. Voilà. On leur apprend comment enseigner un cours et le contenu à présenter aux enfants. Donc j'imagine que les élèves sont ultra fiers aussi, intéressés de voir les policiers qui viennent au sein des établissements pour leur expliquer effectivement les rudiments de ce permis piéton, mais aussi leur expliquer leur métier. Exactement. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. Ils sont intéressés par le sujet. Intéressés et puis surtout ils arrivent à se remettre dans l'environnement leur environnement quotidien en fait et pas seulement en milieu urbain parce qu'on aborde également la problématique en milieu rural qui n'est pas la même qu'en milieu urbain. Il y a d'autres dangers. À Montrouge, il n'y a pas vraiment de ruralité. Non, mais nos petits Montrougiens parfois se déplacent. Croisent des tracteurs de temps en temps, ça peut arriver. Voilà, le week-end parfois ou en vacances. Donc en fait, j'aimerais, mais bon, je connais un peu Montrouge quand même. On les forme pas que sur le milieu urbain, c'est important. Michael, est-ce que vous ferez passer le permis piéton à vos enfants, enfin votre fils en l'occurrence? Ah bah oui, j'espère qu'il sera bien meilleur que moi et puis il respectera mieux les règles que son papa. Mais moi j'avais une question par exemple sur le type de réflexe que vous leur apprenez, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple s'éloigner un peu du bord de la route, c'est ce genre de réflexe-là que vous apprenez aux enfants? Alors, non, ça va être vraiment le bon comportement, donc respecter les feux tricolores, le petit bonhomme, être vigilant si une voiture est mal garée. Quitte à faire un trajet un petit peu différent, on prend le prochain passage piéton. La priorité, c'est la visibilité. Oui. Voilà. Et être patient, attendre que les voies soient bien dégagées. Oui, patient, c'est important ça. C'est ça, ne pas se précipiter. Oui, c'est le problème de ce mot. Précisément, c'est le mot qui fait défaut quand on a des enfants. C'est ça, exactement. Mais ne pas se précipiter et quitte à faire un détour pour traverser en toute sécurité. Très bien. Et donc, vous avez un succès total, les enfants sont contents. Combienième édition de ce permis piéton? Alors, c'est la première fois que c'est lancé à Montrouge, donc depuis septembre. Parfait. Et donc là, ils ont déjà passé, il y a eu une première session, c'est déjà fait? Alors, non, on en est où? La plupart des écoles ont été formées. Oui. Il nous en reste encore 3 ou 4 écoles. Oui. Et à la fin, il y aura la cérémonie à la mairie de Montrouge. Où ils vont tous recevoir donc leur permis. Par monsieur le maire. Formidable. Ça ressemble à quoi le permis piéton? C'est un petit papier? C'est comme un ancien permis de conduire, mais vous ne connaissiez pas parce que vous êtes trop jeune. Je l'ai eu. C'est le permis de conduire, c'est ça. Enfin, moi à l'époque, en tout cas, ça ressemble à ça. Ce qui est magnifique. Je ne l'ai pas encore vu puisque c'est la première édition. Donc je découvrirai lors de la cérémonie.
Ah oui, moi j'avais ma photo. Piéton. Je ne suis pas si jeune que ça, Virginie. Mais j'ai connu le papier Mais rose. vous faites si jeune. Même moi, je l'ai, le papier rose. Mais j'essaierai de retrouver le mien, parce que quand même, c'est collector. Mais je me rappelle, j'étais extrêmement fière de l'avoir. Mais franchement. Est-ce que vous avez tout bon à toutes les réponses, vraiment? Ah, je me souviens de rien, mais j'avais le permis. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Sophie Sueur, d'être venue nous parler du permis piéton. Je vais y arriver. Un dispositif, je vais m'étouffer. Est-ce que vous voulez un peu d'eau, Virginie? Mise en place, merci. Je peux aller vous en dans les écoles primaires à Montrouge, ville qui est située juste à côté de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Mickaël, c'est à vous maintenant. C'est parti. Avec la chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Aujourd'hui, Mickaël, vue sur les réseaux consacrée en grande partie aux États-Unis. Mais avant, TikTok a répondu à Emmanuel Macron. Il y a une semaine, souvenez-vous, le président de la République n'avait pas été tendre avec TikTok. Il avait qualifié le réseau social de premier perturbateur psychologique chez les jeunes et d'une naïveté confondante où 10 000 types très bien formés poussent du contenu que vous aimez. Des propos loin d'être appréciés, forcément, par le géant chinois. D'après Eric Garando, qui est le dirigeant chez TikTok France, seul 1% du contenu pose problème. Le harcèlement, lui, correspondrait à 5,7% des vidéos supprimées. Une proportion faible, mais prise très au sérieux quand même par TikTok, puisque un tiers des utilisateurs ont moins de 25 ans, donc sont très jeunes. Direction maintenant les États-Unis, où un élu du Texas souhaite interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Jared Patterson vient de proposer une loi pour que l'accès aux réseaux sociaux ne soit autorisé qu'à partir de 18 ans dans le Texas. Après avoir échangé avec de nombreux directeurs d'école, ce républicain qui est très conservateur, on a conclu que Twitter, TikTok et autres seraient à l'origine de nombreux suicides, de problèmes mentaux ou encore de harcèlement chez les ados. Pour lui, leur consommation est comparable à celle de la cigarette avant 1964, date à laquelle on avait appris l'aspect nocif de la cigarette. Il exige donc que pour se connecter, les utilisateurs prouvent leur âge avec leur permis de conduire. Est-ce que cette proposition de loi a des chances d'aboutir? Alors, a priori, non, puisque cette loi, Virginie, est assez imprécise. Elle ne cite aucun réseau social. Et puis surtout, les géants du numérique risquent de s'y opposer. Mais d'un autre côté, le gouverneur du Texas a déjà interdit TikTok aux fonctionnaires. Impossible pour eux d'utiliser TikTok sur leur téléphone personnel ou encore au travail. La raison, la crainte d'un espionnage chinois et donc d'un piratage des données. Toujours aux États-Unis, un professeur a été viré de son établissement pour avoir interrompu une prière. Oui, ça s'est passé en Floride la semaine dernière. 3 étudiants de la Franklin Academy, désolé pour l'accent, récitent une prière du Coran. C'est alors qu'une professeure tombe nez à nez avec eux dans dans son bureau. Elle leur ordonne alors d'arrêter cette magie, entre guillemets, mais les élèves ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Elle utilise alors un sifflet, mais rien n'y fait, impossible de les interrompre. Et la suite, la voici. Alors si ces élèves n'arrêtent pas leur prière, c'est que dans l'islam, on ne peut pas le faire, mais qu'importe, puisque l'école a tranché, l'enseignante a été licenciée pour comportement discriminatoire. Vidéo d'ailleurs partagée sur TikTok, comme vous l'avez vu 3 millions de fois, plus de 3 millions de fois. C'est sûr que le mot magie n'est quand même pas tout à fait adéquat. Oui. Pour terminer, à Chicago, un cas de harcèlement scolaire a ému le pays. Oui, un ado atteint de trisomie 21 a été violenté dans les toilettes de son école. Sur les images qu'on ne va pas vous diffuser, bien évidemment, ses petits camarades le malmènent, le projettent au sol et rigolent devant plusieurs spectateurs qui filment la scène avec leur smartphone. Suite à la publication des images sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ont eu bien évidemment la bonne idée de le faire, de nombreux Américains ont partagé leur indignation. La direction s'est dite attristée et a indiqué que les bourreaux devront faire face aux conséquences, donc peut-être être virés de l'école. Décidément, harcèlement scolaire, religion, danger des réseaux sociaux, les sujets traités aux États-Unis sont assez proches des nôtres, finalement. Oui, malheureusement, effectivement, c'est un problème mondial. Merci en tout cas, Mickaël. On retrouve tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Rebecca Hampton. Et après, il y a ce rôle qui change votre vie, on peut dire ça? Oui, bien sûr que ça change ma vie, puis ça bouleverse surtout ma façon de vivre, puisque déjà j'ai changé de ville.
J'ai du coup quitté ma famille, mes amis, mes repères. Il me fallait du temps pour me repérer dans cette ville. Est-ce qu'avant ce rôle, il y a des moments de doute ? Il y a toujours des moments de doute, mais je veux dire, même pendant ce rôle et puis même après ce rôle, il y a toujours des moments de doute. Je pense que c'est très compliqué à expliquer aux gens, mais en règle générale, mais c'est vrai que c'est un métier d'intermittence, donc c'est un métier qu'on ne peut pas faire tout le temps, et c'est surtout un métier, on en parlait tout à l'heure, mais qui est basé aussi sur plein d'autres vecteurs que le talent. Il y a la chance, il y a la mode, il y a les rencontres, il y a plein de choses, donc c'est une passion, donc ça m'anime. Mais après, il y a du doute tout le temps. Et quand ça démarre, vous ne pouviez pas vous imaginer que l'aventure serait aussi longue ? Ah non, quand ça démarre, on a pensé que ça durerait 2 semaines, 3 mois. Et pour la petite anecdote que tout le monde connaît, mais qui me fait toujours beaucoup rire, j'avais une ampoule au plafond et que j'ai laissée pendant 3 mois sans mettre d'abat-jour en me disant... De toute façon, je repars demain. Ah, dans votre appartement ? À Marseille. Okay. Je dis, de toute façon, je repars demain. De toute façon, je repars demain. Et non, j'ai fini par mettre un abat-jour. À partir de quel moment on met l'abat-jour ? J'ai mis du temps quand même. Hein. Je pense que j'ai mis un abat-jour au bout de 4-5 mois quand même. Ça va. Ah, mais 4-5 mois sans abat-jour, c'est pas terrible. Hein. On a beaucoup parlé de la fin de la série. Et oui. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Elle n'est pas finie, hein, la fin de la série. La diffusion ? C'est le 18 novembre, oui. Ouais, mais la fin des tournages. Ah, la fin des tournages. Franchement, c'était pas un très agréable moment. C'est toujours très difficile de se séparer. Puis là, c'est pas se séparer de personne, parce qu'il y a plein de gens que je vais revoir, puis on va se recroiser. C'est quitter un lieu qui nous a accueillis pendant aussi longtemps. Et puis après, il y avait toute une organisation, parce que puisqu'on est quand même là pour parler d'école, quand nous, on a appris que ça se terminait, donc le 5 mai, et que j'ai su qu'il fallait que je revienne sur Paris, il a fallu quand même que je trouve... Ma première pensée, avant de me dire j'arrête de tourner dans cette série, ça a été de scolariser ma fille. Du coup, elle a repris en septembre à Paris ? Oui. Donc il a fallu que je la scolarise, qu'on change d'endroit, que je quitte Marseille, qu'on s'installe à Paris. Et j'étais tellement sur ma fille que je me suis dit je verrai après pour moi, après la rentrée. Sauf qu'après la rentrée, je suis partie sur d'autres choses. Et que finalement, je n'ai pas encore vraiment fait le deuil de cette fin d'aventure. Pour moi, c'est très bizarre. J'ai encore vraiment du mal à me dire que c'est terminé. Mais ça prend du temps de faire des deuils dans la vie. Oui, c'est long. Mais il y a 5 phases et je pense que je ne suis pas la première, en fait. Je ne suis pas allée à la fête de fin de tournage. Bah pourquoi ? Parce que je n'étais pas là. D'accord. J'étais très loin et faire un aller-retour de la Réunion. Ah oui, à la Réunion. Ah oui, d'accord. Oui. Donc j'ai beaucoup pensé à eux. Mais voilà, au moins, ça m'a peut-être épargné beaucoup de chagrin. Et justement, vous parliez de votre fille, qui était la priorité à ce moment-là, quand c'était la fin. C'est toujours la priorité. Quelle éducation vous lui transmettez ? J'essaie de lui donner le plus d'amour possible. J'essaie de faire en sorte qu'elle ait confiance en elle, parce que je trouve que dans notre monde actuel, c'est très très important. Alors la confiance, c'est pas d'être supérieur aux autres, hein, c'est juste de se dire que ce qu'on fait vaut quelque chose. Et je suis, je pense, un peu sévère. Ah bon ? Pas sévère dans la vie, parce que je ne suis pas crédible du tout quand je me mets en colère. En revanche, je suis assez stricte sur tout ce qui est école, justement. Il faut qu'elle ait des bonnes notes ? Ouais. Alors j'essaie de faire attention de ne pas lui mettre trop de pression, mais je trouve que c'est très important pour l'estime de soi d'avoir des bonnes notes à l'école et de réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Et ça marche ? Ouais, ça marche pas trop mal. Il s'avère qu'elle est dans une super école, qui est une école privée qui s'appelle Saint-Victor et qui ont vraiment une pédagogie et une façon d'élever nos enfants, en tous les cas de les éduquer, d'une façon que je trouve extrêmement intéressante et douce et en même temps très efficace. C'est déjà la fin de ce numéro, on se retrouve demain, toujours en compagnie de Rebecca Hampton pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Rétrospectivement, on revit cette période, on réécrit sur cette période. On a peut-être parfois tendance à être un peu plus indulgent avec l'ado qu'on a été, ou finalement un peu plus acerbe, Guy, parce que c'est aussi une des périodes de votre vie que vous revisitez dont toutes les histoires sont vraies, ou pas d'ailleurs, on l'apprendra au fur et à mesure de ce récit compilé sur plusieurs petites nouvelles. D'ailleurs, vous employez le « il » à la place du « je » pour parler de vous. Pourquoi ? Parce que je ne l'aurais pas écrit si j'avais écrit « je ». Tout simplement, et j'ai voulu mettre, par rapport à cet adolescent, cet enfant, parce que je remonte assez loin, une distance entre l'auteur et le héros dont je parle, et pour le coup, ça correspond plutôt à ce que dit Géraldine, c'est-à-dire qu'à 61 ans,
désolé. Votre carte d'identité vous manque, voilà, vous le savez. À 61 ans, je ne pense pas qu'on puisse être le je qu'on était à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14, etc. Et donc cette distance, elle permet aussi pour le lecteur de s'identifier à différents moments en fonction de l'âge. Et d'ailleurs, tous les chapitres sont marqués par l'âge du héros. Absolument. Il y a les années et l'âge à chaque fois. Et je pense que c'était impossible, enfin en tout cas pour moi c'était impossible, de le faire en ayant le jeu devant chaque phrase. Je trouve que c'est affreux. Benjamin a voulu que cette petite sirène, elle rappelle Andersen. Il l'a dessiné avec ses mêmes cheveux. On va les montrer d'ailleurs, il y a une photo je crois vers la fin, je vais la retrouver. Vous pouvez montrer. Et il a surtout dessiné, là vous avez mis votre... Ouais, je crois que celui-ci va être mieux, de profil, voilà, il est assis. Oui, là il est avec Edvard, l'homme qu'il a aimé. Voilà, et c'est ça le scoop de cette petite sirène. Bah oui, voilà. On en parle tout de suite, on donne l'info. En fait, pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant plus de 100 ans, l'interprétation a été la suivante, c'est-à-dire que la petite sirène est Louise Colline, dont Andersen est tombé un peu amoureux en 1832, et le prince est Andersen. Or, non. Le prince n'est autre que Edvard Colline, le frère de Louise, dont Andersen est tombé éperdument amoureux à partir de 1834-1835. La petite sirène, la princesse qui épouse le prince dans le conte est Henriette, femme qu'il va épouser. Donc Edvard en 1836, au grand désarroi, enfin pas plus que désarroi, au désespoir d'Andersen. Au désespoir, puisque Andersen n'est non seulement pas invité aux noces, parce que la famille Colline sait qu'il va faire un scandale, mais la date lui est cachée. Et Edvard et Henriette se marient donc le 10 août, jour auquel Andersen commence l'écriture de La Petite Sirène. Et donc cette fameuse Petite Sirène, c'est lui. C'est l'histoire d'un amour empêché, contrarié, empêché parce qu'Edvard ne l'aime pas. Edvard aime les femmes, tout simplement. Il aime sa Henriette. Et Andersen est terrassé par cet amour qui ne lui est pas restitué. Béatrice Engrand, c'est vrai, on constate que de plus en plus de jeunes en 2022 sont en quête de sens, que cela se soit effectivement dans leurs choix professionnels, leurs engagements, leur quotidien. Est-ce que justement le service civique permet de répondre à cette quête de sens ? Je crois que l'exemple d'Imen, il est parfait parce qu'elle a bien montré qu'elle avait envie de rendre service, d'être utile et par là de trouver un sens évidemment à sa vie et à son quotidien. On a une génération qui s'interroge aussi sur l'avenir. C'est évidemment très en reflet de la situation climatique. La période Covid aussi a beaucoup bousculé les comportements des jeunes. Ils ont pris conscience, comme beaucoup d'entre nous, que tout pouvait basculer très vite. Et oui, on a une génération, là, depuis l'après-Covid, c'était en germe avant, qui est très mobilisée sur le sens, plus que sur la rentabilité. L'intérêt du service civique, c'est qu'on peut vraiment combiner les deux aspects, c'est-à-dire la recherche de sens, l'utilité sociale et le bénéfice pour soi-même. On en a déjà parlé, les formations, le tutorat, l'indemnité. Le bénéfice aussi sur le parcours professionnel. Vous savez, 71% des recruteurs considèrent que le service civique, c'est un atout sur un CV. 63% disent qu'ils recruteraient prioritairement un jeune qui a fait un service civique par rapport à un qui ne l'aurait pas fait. Les 93% des recruteurs en ont une bonne image. Donc, je crois vraiment que cette politique publique, elle répond aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, ceux de la solidarité sociale, de la quête de sens et puis du lien intergénérationnel. C'est le fait de se dire qu'on est passé finalement de générations qui avaient cet apprentissage social et sociétal qui se faisait au fur et à mesure, à aujourd'hui un bouillon finalement de socialisation quand on est plongé en ligne sur les réseaux sociaux face à beaucoup de phénomènes. Alors le cyberharcèlement certes, mais pas que.
que vous me disiez, Géraldine, en préparant cette émission, que justement, c'est peut-être pour vous ce qui faisait la différence avec les générations d'adolescents d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont cet élément de la socialisation qui est directement là, by design, ce sont des êtres sociaux. C'est une différence absolument gigantesque. Moi, j'étais seule dans ma chambre en train de pleurer pour me dire que personne ne pouvait me comprendre. Aujourd'hui, ces ados, en tout cas à partir de 13 ans ou plus, s'ils respectent les règles des réseaux sociaux... Je ne suis pas certaine, vu les derniers sondages qu'on a dévoilés dans l'école du futur, mais... Oui, mais moi, mon fils n'a pas de téléphone et j'essaie de repousser au maximum le moment où il va aller se baigner dans ce bain dont vous parlez, parce que je pense que ça nécessite une maturité qu'on ne peut pas avoir trop jeune. Comment se passe la formation, notamment dans l'éducation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour avoir accès aux écoles, collèges et lycées, etc. Alors, en fait, en arrivant en mission, les jeunes vont être formés soit par les enseignants disponibles qui se sont déclarés comme volontaires pour accueillir les volontaires, justement, qui vont tutorer les jeunes. Et encore une fois, les missions qui sont proposées, elles peuvent être remplies sans condition de compétences et de diplôme. Ce qui compte, c'est la motivation. Et évidemment, lorsqu'on arrive en mission, le tuteur et l'ensemble de l'équipe va vérifier que le volontaire est en capacité d'effectuer ce qui est demandé. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va pouvoir prendre des initiatives, mais évidemment, dans le cadre d'Imen, il n'est pas question qu'elle fasse réviser, par exemple, des cours de classe préparatoire. Voilà, elle aide des élèves sur un niveau qui est le sien, et c'est important de souligner ce point. Comment sont recrutés alors ces jeunes? Et puis même eux, s'ils veulent être volontaires au service civique, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se rendre sur le site internet, c'est ça? Alors, évidemment, la première adresse, c'est service-civique.gouv.fr, la plateforme de mise en relation entre les organismes qui ont publié les missions et les volontaires. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 missions sur le site. On en a eu plus de 100 000, 120 000 même sur l'ensemble de l'année, qui auront touché, on pense à la fin 2022, plus de 145 000 jeunes. Donc, c'est très important. La première adresse, le site internet, créer son profil et puis ensuite chercher des missions en fonction de la thématique ou du territoire sur lequel on se trouve. C'est extrêmement simple. Alors, Imen, comment est-ce que tu as fait, toi notamment, pour avoir accès à cette mission? Tu t'es rendue sur le site, c'est ça? Tu t'es inscrite? Alors, en étant très honnête, moi, c'est plutôt l'organisme qui m'a plu. Et par la suite, j'ai vu que c'était en lien avec justement le service civique. Donc, en fait, j'avais déjà entendu parler du ZUPDECO. Et après, je me suis rendu compte que c'était donc une mission de service civique. Et je m'étais renseignée justement pour savoir si, étant étudiante, ça pouvait pallier avec mon emploi du temps. Et au final, c'était totalement parfait. Et franchement, donc c'était plutôt par l'organisme que j'ai trouvé le service civique et pas l'inverse. L'heure de la récré spéciale Noël en ce mois de décembre. Pour une fois, ce n'est pas moi qui me mets les petites oreilles de je ne sais quoi, Reine. De Reine. Emma, vous nous avez déjà raconté l'histoire du Père Noël il y a quelques jours. Le Père Noël qui ne serait rien sans ses reines RE2NES qui lui permettent de faire la tournée des maisons pour apporter des cadeaux. Tout à fait. Quand je vous avais raconté l'histoire du Père Noël, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit que sa légende s'était démocratisée avec un conte paru en 1821, The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël, qu'avait publié un pasteur américain, Clement Clark Moore. Et dans ce conte, le Père Noël se déplace sur son traîneau tiré par 8 rennes. Puis au fil du temps, on en apprend plus sur eux. Ils ont même des prénoms. Tornade, le plus rapide. Fury, le plus puissant. Fringante, la plus belle. Comète, qui apporte le bonheur. Cupidon, qui apporte l'amour. Tonnerre, le plus fort. Danseuse, la plus gracieuse. Et enfin Éclair, qui apporte la lumière pour Noël. Et enfin, pourquoi? Et Rudolph? Il n'y a pas un Rudolph, non? Si, et d'ailleurs c'est le plus connu, mais il arrive bien plus tard en fait dans la légende, dans les années 1940. L'histoire du renne Rudolf, elle est assez triste au début. Il a une particularité, ce petit renne. Il a le nez rouge qui clignote dans la nuit, donc il n'est pas accepté du tout, personne ne veut jouer avec lui. Et un jour, il fait la rencontre du Père Noël qui lui propose d'intégrer sa brigade de rennes. Ni une ni deux, Rudolf devient le petit protégé du Père Noël et surtout le renne le plus utile. Ah oui, comme il a le nez rouge qui clignote, c'est lui qui guide le Père Noël sur son traîneau.
C'est un peu les feux de route, un peu les feux de croisement réunis du traîneau du Père Noël. Donc voilà, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, le Père Noël sait qu'il peut compter sur lui pour indiquer le chemin. Voilà pour la petite anecdote du Reine de Noël. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver. schooltv.com. Vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Théo Boscar. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Et Laure Edmond au maquillage. Et le grand Michael Dos Santos, évidemment. Et bonne fête à tous, puisqu'on se revoit l'année prochaine. Et puis surtout, gardez cette joie de vivre, Virginie, et puis ce talent, bien évidemment. Épitaphe. Tac, le mec, on a l'impression qu'on ne le verra plus jamais. Si, je reviendrai. Alors, toujours très bien. Michael va revenir, mais nous, on est encore là, en fait, pendant quelques jours. Oui, bien sûr. J'aurai le temps de vous souhaiter bonne fête d'ici là. Bonne soirée.